Chers amis de TV Liberté, je suis ravi de vous retrouver pour un rendez-vous un peu particulier par rapport à ce que nous faisions d'habitude. On a décidé de prendre un peu de temps, parce que déjà ça fait un long moment que nous ne nous sommes pas vus. Et deuxièmement, nous avons une actualité qui s'est enchaînée beaucoup trop vite ces derniers mois. Et je voulais qu'on prenne un tout petit peu de temps et qu'on prenne un peu de profondeur dans les sujets. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai le plaisir de recevoir Laurent Ozon. Laurent, bonjour. Bonjour Pierre-Yves. Beaucoup de gens qui sont des spectateurs de TV Liberté te connaissent. Tu es un intellectuel organique de la mouvance nationale. Tu as, par des articles, tu as fait un ouvrage. Tu as également pu commenter à travers différents médias l'ensemble des crises que nous avons vécues ces 3-4 dernières années. Et c'est pour prendre, disons, à la fois la hauteur et en même temps le vertige de ce qui nous est arrivé. Parce qu'on ne se rend pas compte, notre monde a déjà changé 2 fois en l'espace de 4 ans. Si on nous avait dit aux Gilets jaunes, déjà si on nous avait dit que les Gilets jaunes auraient lieu, à l'élection d'Emmanuel Macron, qui était la grande déprime, que nous n'avons même pas vu venir, alors que c'était quand même iceberg moins 5 mètres sur le pont avant Titanic, nous ne l'avons pas vu venir. C'est après les Gilets jaunes, on nous avait dit, vous savez, vous serez masqués, vous serez picousés, vous serez enfermés. On aurait dit, bon, encore quelqu'un qui a fait trop de géopolitique de zinc, quelqu'un qui a été trop au bistrot et qui nous en raconte. Et si on nous avait dit ensuite que la guerre suivrait, personne n'y aurait cru en un espace aussi court. Nous avons tellement attendu la catastrophe qu'elles ont fini par arriver, mais elles sont arrivées beaucoup plus vite que prévu, et c'était pas celle qu'on attendait. Et résultat, tout s'est un peu décomposé. On a le sentiment que tout part en vrille. Les gens qu'on croyait connaître, même politiquement ou humainement, on ne les connaît plus. Les gens qu'on a aimé affronter, d'un seul coup, on se rend compte qu'il valait peut-être mieux que ce qu'on pensait. Moi, si on m'avait dit que je soutiendrais Mordicus, Laurent Mucchielli, alors que bon, moi je faisais de la crimino du côté Rofer, si on m'avait dit que je trouverais Arnaud Clarcel courageux un jour, j'y aurais pas cru. Tu vois. Et sur ces 3 crises, parmi les... déjà, tu as été l'un des seuls à commenter les 3. Et avec un œil assez original, et je voulais voir comment toi, tu avais vécu cet enchaînement. Comment toi, tu l'as pris, le fait qu'à peu près tous les 8 à 9 mois, on devait tout remettre à zéro d'une partie de nos croyances. Comment tu l'as vécu, toi? Et comment tu l'as intellectualisé? Moi, je remets toutes ces crises dans une continuité qui est il y a les crises elles-mêmes, et il y a la façon dont on les vit et dont on les perçoit comme crises. Ça, c'est un point important. Et je les regarde depuis le départ, en fait, comme la montée, la fixation de phénomènes de coopération sous stress vital, qui cherchent à s'organiser, qui cherchent à vivre, qui cherchent à avoir lieu. Donc des formes de coopération sous stress vital qui se mettent en place dans un public qui est, si on devait utiliser des termes presque médicaux, on pourrait dire acidifié, et totalement immunisé contre tout narratif, quel qu'il soit, provenant aujourd'hui, je dirais, de la matrice narrative occidentale. Et donc, il y a des gens aujourd'hui,
quoi que dise un journaliste sur un plateau, ils vont penser l'inverse instantanément. Il y a un effet boussole sud. Voilà, l'effet boussole qui indique le sud qu'on avait avec des personnalités comme BHL avant, assez caractéristiques. Les gens, quand tu savais pas quoi penser, tu n'avais pas travaillé sur un sujet, tu regardais ce qu'en pensait BHL, tu savais qu'il fallait en gros penser l'inverse, quoi. Hein. Bon, ça simplifiait les choses. Alors évidemment, c'est une grande fainéantise, et puis on dit ça en rigolant, mais ce phénomène-là, en fait, c'est diffracté complètement. Et aujourd'hui, c'est tout un système, globalement, qui fonctionne comme ça. Et j'étais très amusé de voir Eddy Plenel hier faire un message expliquant qu'il ne comprenait pas pourquoi il n'y avait personne dans les manifestations de soutien à Zelensky et à la guerre en Ukraine. Lui qui était bien placé pour comprendre et pour analyser le phénomène, tout de même avec sa formation, eh bien, je crois que la raison est simple, c'est que ces gens-là ne comprennent pas eux-mêmes ce qui est en train de se passer. Ils ne comprennent pas la vie, et ils ne comprennent pas que les idées ne sont pas, avant que d'être des phénomènes qui touchent à la raison, ou qui touchent même à l'influence, selon que tu traites la question des idées du point de vue de l'influence ou du point de vue de la vérité et de l'entendement, pour faire simple. Selon que tu traites la question des idées du point de vue de l'entendement ou de l'influence, il y a un au-delà des idées, cet au-delà est immunitaire. Et il y a dans notre société, aujourd'hui, une affectation immunitaire des idées, une affectation immunitaire des causes, et ça, c'est le résultat de ces trois crises simultanées. Et ces trois crises ont été en même temps les révélateurs de ces trucs. Pas simplement du point de vue d'un public ulcéré, en colère, dépossédé, trahi avec répétition et constance depuis maintenant 40 ans, face à une élite qui le détruit démographiquement, qui le détruit culturellement, qui le détruit économiquement, etc. Il y a ce phénomène-là, mais il y a les phénomènes inverses, c'est-à-dire qu'il y a aussi, et le phénomène des fast-checkers en quelque sorte l'incarne assez bien, il y a aussi toute une catégorie en face, je dirais dans les salles de rédaction des médias mainstream, des médias milliardaires, hein, puisqu'il fait globalement la même chose, il y a le même phénomène, c'est-à-dire un phénomène de dépendance, de bouclage total sur son propre discours, incapable de fonctionner autrement que de façon totalement immunitaire en réaction à ce qu'il croit déceler comme colère dans le public, etc., avec la fabrication de part et d'autre d'adjectifs pour qualifier les autres et les mettre tous dans une sorte de gros sac poubelle. Les populo-complotistes s'opposent au journal. Et donc, ce phénomène-là, d'abord, le premier point que j'ai vu, c'est ça. C'est-à-dire, j'y ai vu avant tout la cristallisation d'un mouvement qui cherche en fait à naître dans des sociétés qui sont broyées, détricotées, trahies depuis maintenant une quarantaine d'années, d'une population qui a envie qui cherche simultanément de la convivialité, de la puissance, de la maîtrise et du sens. Et on avait tout ça déjà dans les Gilets jaunes. Quand les Gilets jaunes s'emparent des premiers ronds-points à l'entrée des villes, des petites villes, des autoroutes, etc., on y voit une façon de manifester, etc. On ne se pose pas la question de savoir ce qu'ils font spontanément. Regardons spontanément ce que fait le peuple quand il le fait. Avant qu'on lui dise « va manifester sous telle banderole, avec telle musique, etc. », quand on les laisse les gens eux-mêmes exprimer physiquement ce qu'ils ont à exprimer. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils s'emparent de ce qui permet des points qui permettent d'accéder à leur vie, des entrées et des sorties. Ils veulent décider de ce qui rentre et de ce qui sort. Et on est là typiquement, et inconsciemment, typiquement dans une logique immunitaire. C'est-à-dire que le peuple cherche à reconstituer une immunité face, globalement, à quelque chose dont il perçoit instinctivement qu'elle est en train de le tuer, quelque chose qui se déploie comme une maladie, d'une certaine façon, dans sa vie, par tous les moyens, par tous les bouts, et avec un vocabulaire en permanence renouvelé. Et je crois que c'est ça, en fait, les points qui relient ces trois phénomènes-là. Avec, évidemment, la crise sanitaire, ça a pris un tour encore plus intéressant, puisque, au-delà il y a des tas de façons de parler de cette crise, et peut-être pas la peine d'y revenir dans le détail, mais
on est typiquement, là encore, dans une affaire immunitaire, et pas simplement une affaire immunitaire au sens où j'utilise ce terme depuis quelques minutes, mais aussi la question de savoir si comment se fabrique en fait le corps social vivant, le peuple. Les coopérations sous stress maximal dans l'histoire, c'est-à-dire les phénomènes de regroupement qui naissent et qui produisent tout un tas de phénomènes comme des solidarités très fortes, possibilités d'entraide, la réaffectation de nos amitiés, de nos affiliations, dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire, mais en fait, celui-là est mon frère, celui-là est avec moi, celui-là est de mon peuple, et je le ressens immédiatement comme tel, donc de nouveaux fils, en fait, comme des... si vous avez déjà regardé des vidéos où on voit, en fait, les réseaux synaptiques s'organiser dans l'esprit, de la même façon, vous voyez en fait des filaments apparaître partout et réunir des gens, unifier des gens qui n'auraient pas pensé en fait se retrouver du même côté de la barrière en quelque sorte avant, du même côté de la barrière placentique. Et donc voilà ce qui est effectivement en train de changer. Une recombinaison complète, une recomposition en fait du corps social, sous l'effet d'un stress vital, c'est-à-dire perçu comme un enjeu de vie et de mort, inconsciemment, pas toujours formulé, avec des manifestations de paranoïa collective, sans jugement de valeur. La paranoïa, c'est ni bien ni pas bien, de mon point de vue, c'est-à-dire d'un point de vue... je dirais, darwinien et biologisant, on va dire. Il n'y a pas de lieu de porter de jugement de valeur là-dessus. Si la paranoïa existe comme tempérament, comme disposition de fonctionnement chez certains mammifères, typiquement les êtres humains, c'est parce qu'elle a procuré un avantage adaptatif à ceux qui étaient porteurs de cette caractéristique-là dans le passé. Sinon, ça n'existerait plus. Du point de vue... les paranoïaques peuvent avoir des ennemis, et deux, nous qui venons de... milliers d'années de gens qui, en entendant un bruit dans la forêt, préféraient courir et sauver leur vie qu'aller voir et terminer en casse-croûte, la paranoïa peut avoir aussi quelques avantages. Et voilà. Et c'est pour ça que si vous mettez bout à bout en fait tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire, alors pourquoi je parle de cette paranoïa? Parce que cette paranoïa, elle a un effet, c'est elle vise à créer une sorte de synchronisation par la peur à l'intérieur de la société. Elle vise en fait à surexposer complètement les discours, les simplifier, inconsciemment, c'est pas construit, c'est pas quelque chose qui se fait naturellement, c'est vivant en fait, et en quelque sorte à aligner le narratif de tous les gens qui se sentent menacés dans la désignation d'un ennemi à qui on va prêter des caractéristiques assez peu raisonnables, souvent, voilà. Ce qui n'empêche que alors, si on regarde ça du point de vue de la question de la vérité, de l'objectivité, de la science, etc., on se dit, bon, il y en a qui sont dingues. Si on le regarde du point de vue des sciences du vivant, si on les regarde du point de vue de la cybernétique, par exemple, ou de l'écologie, on se dit que les phénomènes auxquels on assiste sont des phénomènes qui permettent, en fait, qui créent les conditions d'une optimisation des synchronisations collectives, c'est-à-dire des comportements, des alignements de comportements, des alignements narratifs, etc. etc. Et donc les comportements paranoïaques, la recomposition des périmètres amitié, amis-ennemis à l'intérieur du champ politique, ce qui en découle, c'est-à-dire la possibilité d'engagement qui vont au-delà, je dirais, de ce que les gens étaient capables de faire avant. On se disait toujours, les Français ne bougeront que quand les frigos seront seront vides, pardon. On s'aperçoit en fait que maintenant, malgré des frigos a priori, pour l'instant, pour la majorité des gens, toujours pleins, l'angoisse de la peur de la mort est déjà là. Tout à fait, très nettement. Mais c'est très drôle, en t'entendant, je me rappelle quelqu'un à qui je me permets de rendre hommage, parce que je n'ai pas pu lui rendre un hommage doctrinal quand il nous a quittés il y a quelques mois, qui a été mon vieux maître Alexandre Dorna, donc l'un des premiers à illustrer le phénomène populiste dès les années 80.
Et lui, la gauche le laissait faire parce qu'il était le chef des étudiants chiliens lors de la chute de la Moneda. Donc lui, il sait ce que... Il a été torturé, enfin, si tu veux, des trucs solides. Oui. Et il est devenu professeur de psychologie politique à Caen. Et il avait fait, toute son œuvre porte sur le leader charismatique et le populisme. Et si tu veux, ce que tu décris porte dans sa doctrine et en psychologie politique un nom, ce qu'on appelle la déglaciation émotionnelle. C'est-à-dire qu'à un moment, ce prélude de révolte commence quand tout sentiment de légitimité sur le groupe dominant, où on excuse jusqu'à leurs errements, jusqu'à leur pas manquer, jusqu'à leur arrogance, parce que on prend en compte leurs charges, etc. Puis à un moment, on les regarde, on fait, au fait, t'es qui toi ? T'es qui toi ? Tu es qui pour m'imposer ça ? Et le fait que tu m'imposes ça, à quoi ça sert ? Et quel bien collectif il y a ? Et ensuite, on tourne à l'inimitié franche, généralement. Tu vois, c'est les sentiments, non pas de pré-révolution, mais c'est les sentiments de pré-révolte qui naissent comme ça. La déglaciation émotionnelle. Ce que toi, tu appelles avec l'œil des sciences du vivant une resynchronisation. Et je pense que le pouvoir ne l'a pas vu, n'arrive pas à le voir, et n'arrive pas à voir qu'il est lui-même dans une resynchronisation, d'où sa propre paranoïa, parce que toute une partie du discours anticomplotiste vire à la dinguerie. C'est-à-dire déjà, bon, il y a des Ruskov partout maintenant. Il y a plus d'attentats numériques faits par des Russes qu'il n'y a certainement de Russes sur Terre, mais ils sont partout, tout le temps. La contamination paranoïaque, elle fonctionne dans les deux sens, simultanément. Tout à fait. Et d'ailleurs, chaque paranoïa alimente l'autre. C'est le principe. Je ne vais pas vous faire du René. On ne va pas reparler de René Girard aujourd'hui, mais le phénomène de monter aux extrêmes dans la paranoïa, c'est-à-dire chacun prétend à l'autre des affiliations, une traîtrise, des sous-entendus, une arrière-pensée. Il y avait la police des pensées, puis après il y a eu la police des arrière-pensées. Voilà. Pour en avoir été victime, elle est redoutable. Voilà. Donc tout ça, en fait, traduit assez bien un phénomène. Et ce phénomène, on aurait le tort de le décrire simplement comme étant je dirais, venant simplement d'un côté et étant subi de l'autre, c'est un phénomène simultané de montée de gens, voilà. Donc ça, c'était cette époque-là, enfin ces trois crises m'ont paru, je dirais, petit à petit fixer de plus en plus nettement ce phénomène-là. En même temps, si on regarde bien, il serait faux, je pense, de dire que personne ne pouvait anticiper l'enchaînement dont on est en train de parler. Si on veut vraiment être honnête, et ça ne m'arrange pas forcément de le dire, si on veut vraiment être honnête, il faut dire que parfois les plus excessifs analystes dissidents, on va dire, du système monde, qu'on considérait assez régulièrement et qu'on peut d'ailleurs toujours considérer parfois comme des gens peu fréquentables sur tel et tel point de la pensée, de tel ou tel aspect de leur pensée. On trouvait déjà il y a 15 ans, il y a 20 ans, des gens qui t'expliquaient que au point où ils en étaient, c'est-à-dire dans le contexte financier qui était celui de l'économie monétaire et financiarisée du système occidental, le débouché sur une guerre et la guerre comme débouché pour obtenir l'équivalent d'un recette qui n'est pas encore celui dont parle Klaus Schwab, mais qui a été plusieurs fois analysé et anticipé. Ça fait longtemps qu'il y a des gens qui disent, bon, une fois que ça va être terminé, que tout ça va être clair, il y a un moment, il va falloir qu'ils fassent tout péter, parce que c'est la seule façon de leur remettre les comptes à zéro. C'est un petit peu d'ailleurs le scénario paradoxal et inversé du fameux film avec Brad Pitt, là où les gars se donnent des coups dans la gueule, de Fight Club. Mais c'est globalement le logiciel c'est l'arrière-plan dans lequel vivent une partie des gens qui analysent le système financier déjà depuis un bout de temps. Pareil pour l'aspect sanitaire, la crise sanitaire qu'on a vécue.
on peut faire des tas de trucs, etc. Mais là, ça fait maintenant des années, ça fait peut-être même 20 ans, qu'il y a des gens qui t'expliquent que globalement ils sont en train de faire n'importe quoi avec la recherche en matière de biolabs. On a découvert à l'occasion de la crise en Ukraine que des biolabs, il y en avait partout en Ukraine et qu'ils avaient tous été repris en main par la CIA. Et il y a des tas de gens qui nous expliquent depuis très longtemps que les crises sanitaires inévitables dans un monde qui a multiplié par 7 le nombre de ses vols d'avion en l'espace de 20 ans seraient inévitablement des questions qui impliqueraient des questions politiques mondiales et qui donc impliqueraient, alors évidemment on trouve toujours chez les Attali, parce que pour moi ce type est un... C'est un idéal type. C'est un idéal type. Il y en a 13 on à la est bien douzaine. d'accord, je ne parle pas du bonhomme lui-même qui n'a pas beaucoup d'importance, mais l'idéal type des Attali cherche en fait globalement à transformer l'ensemble de ces crises de ces crises de rapine du modèle de civilisation qu'ils ont imposé pour nous expliquer que chacune de ces crises va mener inéluctablement au gouvernement mondial, au pouvoir mondial, au pouvoir, etc., etc., etc. Et forcément, tous ceux qui considèrent, qui prennent avec sérieux ce que raconte Attali, depuis des années, sont en train de nous dire, ils vont chercher à nous empoisonner, ils vont chercher à nous piquer, ils vont chercher à ouvrir une guerre, etc., etc. Et quand tu arrives aujourd'hui dans la situation dans laquelle on se trouve, avec l'OMS qui annonce qu'il y aura probablement, je ne sais plus combien de centaines de nouveaux vaccins qui seront créés dans les années qui viennent, avec une guerre qui est entretenue visiblement dans le seul but pour des raisons, on ne va pas rentrer dans le détail maintenant, mais bref, il y a des gens dont, objectivement, la représentation purement violente, paranoïaque, et monodirectionnel a été récompensé dans cette affaire. Oui. Clairement. On peut arriver aujourd'hui avec notre sensibilité, notre nuance, nos finesses pour dire non mais là on y est maintenant, etc. Mais enfin, je me souviens avoir écouté des types qui étaient par ailleurs délirants de mon point de vue sur des tas d'autres sujets, assez peu imprécis, foutraque, etc. Mais leur synthèse était déjà là en fait. Leur synthèse c'était déjà... Ils vont nous ruiner économiquement parce qu'ils vont nous ravaler au rang social de la Roumanie et puis après ça sera au rang social du Vietnam. Ils vont nous laisser ou nous fliquer sur le plan numérique. Ils vont provoquer une guerre pour remettre à zéro leur compteur. Bon, alors c'est sûr que les mecs qui disaient ça il y a 20 ans, tu les prenais pour des dingues. Mais objectivement, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais et c'est ça qui est un peu compliqué à notre époque, c'est-à-dire que il y a eu une forme, en fait, de raisonnement déductif non décomposable dans une petite partie de la population. Il y a quelque chose comme une sorte d'intuition géniale, alors je dis géniale à moitié ironiquement, hein, qu'on se comprenne bien. Il y a une sorte d'intuition géniale chez les plus dingues des complotistes, appelons ça comme ça si on veut, depuis 15 ans, 20 ans, et si tu tires un trait en fait entre toutes les lignes catastrophiques qui ont été étudiées, tu te dis, en fait, ils étaient peut-être dingues, mais c'était pas si dingue que ça. Je vais te donner un dernier exemple pour boucler le sujet. Je me souviens d'un échange avec un démographe qui a 7-8 ans, qui me disait leur problème principal, c'est le basculement démographique et le système de retraite, c'est-à-dire en gros comment est-ce qu'ils vont être capables de gérer une rupture démographique extrêmement brutale dans l'ensemble des pays du monde, pays dits développés ou en phase de développement, où on arrive maintenant, non seulement on a passé la phase de transition démographique, la fameuse transition démographique, pour être dans l'effondrement démographique, parce que quand tu n'es plus à 2,1 mais que tu es à 0,8, on ne peut plus parler de transition, on peut parler d'un effondrement et on pourrait même parler d'un suicide. Un suicide qui n'est d'ailleurs jamais... qui n'interroge personne en fait. Oui. Personne se dit mais comment un peuple peut passer de 2 générations et demie, de 5 enfants par femme à 0,8. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en fait ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Parce que ça ne se passe pas là ou là, dans une population désespérée ou démoralisée ou bloquée, comme peut l'être par exemple la population en Corée du Sud, qui est effectivement sur une péninsule avec la Chine en bas, la Corée du Nord en haut, le Japon à droite, et qui se sent peut-être, j'en sais rien, avec une surpopulation, sururbanisation, etc. La question, c'est que c'est en train de se passer dans le monde entier. Tout à fait. Et donc là encore, on est en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe ?
Alors évidemment, quand tu fais le lien avec d'autres trucs, les gens te disent mais oui, ce qui se passe, c'est que non. En fait, probablement pour les mauvaises raisons, mais depuis longtemps, les plus affolés d'entre nous, j'hésite à dire d'entre nous, parce qu'objectivement, j'ai toujours eu quelques difficultés avec les gens qui n'étaient pas capables de construire des raisonnements, etc. Mais objectivement, les plus affolés de la population, des prospectivistes, on va dire, ont eu raison et semblent avoir raison. Et ça contribue encore, toujours dans le même phénomène, à accélérer cette idée qu'il y a une sorte de course folle qui est lancée, de peur-panique, et notre quotidien, métaphoriquement, commence de plus en plus à ressembler à un film de zombies, quoi. Voilà. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que ça c'est, comment dire, tu as tout un arrière-fond culturel sur le mythe du zombie pendant notre époque qui est quand même à étudier. Comme, tu vois, si tu veux, au 19e siècle, on avait le mythe du vampire. Pourquoi ? Parce qu'on était au milieu des maladies vénériennes. Là, aujourd'hui, c'est le zombie qui est partout. On ne s'interroge pas sur la présence du zombie. Mais la figure du zombie est intéressante. Ouais. La figure du zombie. Parce que le zombie, c'était ton père, c'était ta mère, c'était ton voisin. Il y a un message. Ça devient un être d'industrie après. Il y a un message qui est derrière tout ça, c'est d'abord celui de la contamination, hein, toujours. On est toujours dans cette logique d'immunité. Il y a aussi cette idée que l'être dangereux, celui qui va te tuer, c'est ton plus proche. Ça peut être ton plus proche. Et il est d'ailleurs d'autant plus dangereux qu'il a été proche de toi. Il y a cette idée aussi toujours on retrouve dans quasiment tous les films de zombies, qui est totalement non seulement contre-intuitive, mais qui n'est pas vrai en fait, qui est démonté par toutes les sciences, etc. C'est que les groupes sont encore plus toxiques, et donc le modèle qui est toujours défendu dans les films de zombies, c'est toujours un modèle individualiste. Toujours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en fait, dès que les gens se mettent ensemble, ils finissent par se tuer. Dès qu'ils sont en groupe, ils finissent par tuer d'autres groupes, etc. Et il y a ce discours latent dans tous les films de zombies, qui est, World War Z est assez caractéristique aussi, je trouve, hein, avec cette idée de filmer les gens comme une sorte de vague, hein, comme de la matière en déplacement, plutôt que de les filmer comme des êtres, etc. Il y a cette idée toujours que, en plus, qu'il y a qu'aucune forme sociale, c'est-à-dire aucune forme d'organisation de résistance, en quelque sorte, de protection, n'est viable. Et dans tous les films de zombies, si on regarde tous les films américains, c'est ça. Et tous les films, les anciens films, pas les récents, parce que je regarde plus ça depuis quelques temps, mais j'avais fait un travail là-dessus, tiennent toujours le même discours. Ce discours, c'est le groupe derrière avec lequel tu crois que tu vas pouvoir t'organiser pour te défendre est encore plus dangereux que les zombies. Et bon, alors là, on voit bien le discours oligarchique derrière ça. Hein, c'est-à-dire que ne compte pas sur ta communauté de culture. Hein. La communauté de culture, c'est le futur zombie. C'est ceux qui vont être méchants, c'est ceux qui vont abuser de leur pouvoir, c'est etc., etc. Tu n'as pas de protection, toi, individu, à attendre. Ça préfigure la forme actuelle de domination. J'aime beaucoup cette notion-là, dont l'auteur est un homme maudit parce qu'il est maudit dans son pays. Mais cet auteur américain qui avait créé la notion de tyrannie anomique. C'est-à-dire le tyran en haut, la dissociété en bas. C'est-à-dire que par une sorte de dissolution que certains appelleraient le chimique, tu as une dissolution du corps social, et que tu n'as plus que des monades face au tyran qui lui est encore unitaire. Donc sa volonté prévaut, quelle que soit sa force matérielle, vu qu'il peut toujours s'imposer à des êtres isolés. Et tu as dans tout cet imaginaire, tu as la montée du tyran anomique. C'est très très drôle, tu vois. Et ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que nous avons un mode de représentation qui aujourd'hui entend, en s'insérant dans l'intime, en mettant du confort et de la sécurité dans l'intime, faire exploser nos cellules de base par justement réorientant le questionnement non plus vers le haut, mais vers les latéraux. Est-ce que c'est pas mes parents le problème ? Est-ce que c'est pas mes frères le problème ? Est-ce que c'est pas mes sœurs le problème ? Est-ce que c'est pas le voisin le problème ? Est-ce que c'est pas le voisin le problème ? Et
si tu veux, c'est devenu un mode de gouvernance dans la quasi-totalité de l'Occident. Et on ne s'en est pas rendu compte. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette notion de tyrannie anomique, parce que c'est la seule... Tu vois, on n'est pas dans un pouvoir totalitaire à l'ancienne, avec le Vodge, les lieutenants du Vodge, et la société qui pète de trouille et qui donc écrit des poèmes... Comme ça, elle se dit que les poèmes, ça va quand même pas l'envoyer au goulag. C'est pour ça que tu avais tellement de poètes en Union soviétique en 91. Tu vois, on n'est plus du tout là-dedans. C'est-à-dire qu'on est dans un pouvoir qui est réticulaire et diffus, qui valorise le comportement d'opposition latérale et de délation, et donc qui en réalité inverse le sens du civisme. Ça s'est vu pendant la crise sanitaire. On a réhabilité la délation. Là, on est en train de le faire sur la question ukrainienne dans certains milieux, je pense particulièrement au milieu de la défense, où certains experts se font vilipender, ah, t'es allé parler à tel truc, etc. Je demande que tu sois viré parce que t'es un agent russe, vu qu'aujourd'hui, si t'es pas un agent russe, t'as raté ta vie. Et c'est... mais tu vois, on est face, tu vois, dans la période vraiment de l'effondrement, comme tu en parles bien, de l'Occident, tu as une sorte de bruit de fond qui ne veut pas la domination sur les populations, mais veut que les populations s'auto-terminent. C'est-à-dire, vous prenez trop de place, vos enfants prennent trop de place, on va faire place nette. C'est de la persuasion au suicide. C'est de la persuasion au suicide. C'est la persuasion au suicide. C'est d'ailleurs exactement ce que, typiquement, Justin Trudeau a mis en place avec une institution au Canada il y a déjà quelques années et qui fonctionne aujourd'hui dorénavant comme ça. C'est-à-dire où vous avez des gens, il y a des reportages qui ont été tournés, caméra cachée, etc., quand ils sont ruinés, quand ils sont tout seuls parce qu'ils ne voient plus leurs enfants, quand ils sont malades mais qu'ils ne vont plus pouvoir payer les factures de leurs soins, etc. On leur conseille le suicide. Et donc, c'est un phénomène, évidemment, qui s'illustre de tas de façons différentes, de façon concrète, comme je viens de le dire, mais avec d'autres exemples, et je dirais aussi à l'arrière-plan de scénarios de films qui reviennent en permanence sans arrêt sur ce phénomène-là, etc. Plus les témoignages, regarde l'extraordinaire valorisation aujourd'hui de l'autostérilisation. Oui, mais ça c'est unique. Oui. Tu veux derrière, typiquement les vidéos il y a encore 40 ans, quelqu'un qui venait de dire « je veux me faire stériliser », la première chose c'est « il n'y a pas de souci, j'ai quelqu'un de présenté, il est très sympathique, il est médecin psychiatre, il va arriver avec deux très gentils mecs en blouse, tu restes là, ils arrivent, ils vont t'aider ». Oui, mais je veux dire, c'était d'ailleurs même pas un sujet, c'est devenu un sujet, pourquoi ? Typiquement les vidéos en question, prenons un exemple concret, parce que tout ça va rester très nébuleux sinon. Tu trouves derrière Combini, tu trouves quoi ? Tu trouves la famille Perraudot. Et derrière la famille Perraudot, tu trouves quoi ? Tu trouves une multinationale de l'énergie qui doit être la plus grosse société indépendante des gouvernements, d'énergie en Europe aujourd'hui. Et donc, avec d'ailleurs Madame Runacher qui a ses petites actions dans le groupe depuis quelques temps par prête-nom interposé, etc. Bref, on est effectivement là dans une volonté de pousser les gens à des comportements morbides et on a un peu le phénomène qu'on a dans les films catastrophes. Quand les gens commencent à se tirer, on voit que les gens commencent à se suicider, que le bateau coule, ou on se dit que la tour va s'écrouler, etc. Puis il y a toujours dans ces films-là des gens qui décident de sauter par la fenêtre parce que ils veulent pas attendre, etc. Et c'est des phénomènes qu'on a observés d'ailleurs à la fin de toutes les grandes guerres, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale de la même façon, la vague de suicides qu'il y a eu en Allemagne au moment où l'Allemagne termine, il y a à ce moment-là il y a une vague de suicides en fait dans le pays, et c'est alors les vagues de suicides qui se font par, je dirais, des gens qui veulent pas voir leur monde s'écrouler et qui disparaissent avec leur monde, mais où on a des phénomènes comme dans, je sais plus comment c'est cette ville en Poméranie où tu as tout un village en fait complètement qui en fait effrayé
par les bruits de ce que la propagande nazie appelait, etc., etc. Complètement effrayés, terrorisés, sans eau, sans électricité, où les hommes ont été mobilisés, donc sont plus là, et où les femmes, prenant leurs enfants par la main, vont se suicider par dizaines, par centaines, en se jetant dans le fleuve, et où dans ce village, 1500 personnes vont se suicider en 24-48 heures, par tous les moyens possibles. On a aussi ces films américains, alors ça c'est un phénomène qui a bien existé, hein, on a aussi ces films américains assez intéressants, je ne sais plus comment ils s'appellent, d'ailleurs Phénomène je crois, où tu as des gens en fait qui sont contaminés par une sorte d'infection des plantes, tu sais, et ces plantes en fait les poussent à se suicider. Je crois que tu as déjà vu tu vois de quel film je parle. Ça y est, voilà, en fait, il y a une brise qui passe dans l'air, et puis voilà. Et ce film, en fait, Phénomène, décrit une sorte de virus qui va affecter le fonctionnement des êtres humains et qui va les pousser à se détruire. Et alors, on prend beaucoup d'exemples, et depuis tout à l'heure, on en a déjà tiré pas mal, on va peut-être s'arrêter là, mais je crois que c'est à l'arrière-plan. C'est-à-dire, je crois que c'est un phénomène qui n'est qu'à moitié maîtrisé, à moitié scénarisé, à moitié conscientisé chez les fabricants de scénarios ou chez les fabricants chez les gens qui essaient de projeter le monde dans lequel ils vivent aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que face à cette odeur de peur et de mort qui est en train de s'installer, lentement, les coopérations sous stress vital, c'est-à-dire les phénomènes d'emballement de narrative, les phénomènes de synchronisation sociale, de solidarité de masse qui naissent, cette possibilité, et qui brisent complètement les lignes de démarcation qu'on a voulu organiser de façon totalement arbitraire parfois, etc. Tout cela est en fait en train de se recomposer. Et là, il faut bien dire les choses, ça n'est pas beaucoup l'idéologie qui y contribue. Ça n'est pas beaucoup l'idéologie, et là on tombe sur un truc qui me passionne depuis longtemps, c'est-à-dire le fameux gramscisme, si tu veux, dont des gens ont voulu faire une sorte de mode opératoire, si tu veux, sur le politique, hein, c'est-à-dire que la conquête des idées, en quelque sorte, préparerait la prise de pouvoir politique. Voilà. Eh bien, on est en train de vivre exactement l'inverse, c'est-à-dire on est en train d'assister au fait que, et on se voit en même temps rappeler que la peur est maîtresse des choses. La peur produit des besoins d'organisation, de coopération, de synchronisation sous stress vital. Elle produit des comportements et des réflexes paranoïaques, des besoins d'alignement des représentations collectives, de désignation de l'ennemi et de ses caractéristiques et de la façon d'y mettre, de le faire. Elle produit aussi en interne des formes d'épuration, qui sont assez peu sympathiques à observer, hein, mais qui fonctionnent de la même façon. C'est-à-dire si tu ne t'alignes pas en quelque sorte dans le vortex de crise et dans le vortex narratif qui se met en place, tu es vite brisé ou mis à l'écart. Et le phénomène qui est en train de se mettre en place démontre que dans ces phases-là, les idées fonctionnent comme des stocks de cartouches disponibles, en quelque sorte, pour la guerre. C'est très vrai. Et là, peut-être qu'il serait intéressant pour les gens qui s'intéressent au débat des idées depuis longtemps, ou en tout cas ont une vision très instrumentale du débat des idées, notamment autour de cette notion de gramscisme depuis longtemps, de cette guerre culturelle, de regarder à quel point finalement des gens ont pu être totalement basculés, se retrouver avec des discours il y a 5 ans totalement à l'inverse les uns des autres, se retrouver aujourd'hui dans le même camp, défendre les mêmes positions, de façon répétée dans des combats qui succèdent les uns les autres. Et attention, d'avoir des gens qui étaient... Moi si tu veux, je l'ai vécu pendant la crise sanitaire. Ouais. Moi, je me suis retrouvé face à l'une des ténors de mon camp politique, avec laquelle j'avais fait des campagnes, qui a refusé. Un peu plus, tu vois, Anne-Marie Le Pourrier, dans un débat qui avait lieu sur un média qui a été
interdit pour cause de liberté, qui était Spoutnik, parce qu'aujourd'hui, en Union européenne, on interdit des médias pour la liberté. Très bien, ok, pas de souci. J'ai 2-3 potes tyrans orientaux à qui je vais pouvoir faire des fiches. Tu vois, il n'y a pas de souci. Tu sais, la fameuse association touche pas à mon despote. Et donc, un débat. Alors en plus, moi j'arrivais avec les mains liées, vu qu'on me dit n'expliquez pas trop vos positions, ça ferait sauter la chaîne. Bon, d'accord. Bon, ça m'apprendra à rendre service. Et là, j'ai affaire à un procès de quelqu'un qui coupe tout lien symbolique dès le début et qui me dit qu'elle est très fière de faire picouser ses petits-enfants. Très bien, pourquoi pas. Moi, je dis juste que moi, les miens, c'est pas demain, mais chacun son trip. Mais je me rends compte que, alors que nous venons exactement du même camp, nous avons fait les mêmes combats, nous avons fait des analyses parfaitement concomitantes, là, il y a un rapport d'animosité-destruction d'elle vers moi. Moi, j'ai essayé d'être très calme en plus. Bon, je sais que c'est très réac de dire ça, mais je n'aime pas les débats de pugilat quand un homme dialogue avec une femme. Alors je sais, c'est vachement réac, appeler les flics, mais Toi aussi, tu fais partie de la team connard du XIIIe siècle. Oui, voilà. Donc si tu veux, je suis bon, mais je me rends compte de ça. Je me rends compte que certains de mes proches qui m'ont suivi sur à peu près tous les débats, là, pour le coup, flanchent. Certains par haine sociale, dans le cas des Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se voir ravaler, justement par cet inesthétisme des hommes qui veulent survivre. Parce que qui a déjà vu quelqu'un qui essaye d'échapper à la noyade? C'est pas beau, quelqu'un qui survit. C'est pas beau. Tu vois, le film Délivrance entier porte sur cette notion-là. C'est pas beau, quelqu'un qui veut survivre. S'il y avait des gens, des caméras de télévision pour filmer les foules qui parcouraient Paris en 1789, ils les auraient peut-être pas trouvées si esthétiques que ça, je pense. Exact. Or, si tu veux, tu as, et particulièrement une partie de la droite qui, parce qu'elle a été virée de l'histoire, a un sentiment esthétique avant d'avoir un sentiment historique et politique. Non, ces gens-là puent la sueur. Nous, on peut pas. Vraie cassure, le fait sanitaire, où là, j'ai des camarades qui me disent tu ne t'en rends pas compte, alors particulièrement des gens qui viennent d'une école différente de la mienne, qui sont des bonapartistes pour qui l'autorité c'est l'autorité, on obéit, alors qu'il y a un côté plus anarchisant chez les gaullistes, que on est les élèves de l'homme qui a dit non, donc je leur dis non, j'avale pas. Ce n'est pas parce que ça porte un uniforme et que ça porte une grande casquette. Parfois d'ailleurs, il n'y a pas de tronche à mettre dessous. Rappelle-toi le cas Didier Lallemand. Tu as une grande casquette automotrice. Tu vois, le phénomène paranormal. Et le dernier sur l'Ukraine, où je vois des gens qui pensent que le barbare oriental issus d'invasions mongoles russes, mettraient en danger l'Europe et que l'Europe, c'est eux. Et là, si tu veux, je vois arriver de la part de gens intelligents, et c'est d'ailleurs ça le problème, et c'est là l'échec du gramscisme. Pour une raison, c'est que, comme disait Barrès, la raison est peu de choses à la surface de nous-mêmes. Et donc, dans les situations de stress, comme tu le dis très bien, et c'est d'ailleurs un fait cardinal que je ne trouve que chez toi, c'est aussi pour ça que je suis assez fasciné par ta manière de traiter les choses, le stress efface les restes de raison. Moi, je vois, de la part de gens intelligents, ressurgir tous les mythes, cas typique sur la Russie actuellement, tu as des trucs... Voilà, c'est comme si, tu sais, les grandes invasions de l'Est, etc. Les enfants, vous vous calmiez. Enfin, le dernier qui a fait un livre en disant que les chars russes seraient allés à l'été aux Champs-Élysées, c'était Raymond Aron dans Plaidoyer pour l'Europe décadente. Il était sénescent à ce moment-là. Enfin, faut vous calmiez. Enfin, la Russie a envoyé 150 000 hommes. On n'occupe pas toute l'Europe avec 150 000 hommes. Tout ceci est de la folie, c'est de la folie pure. Et là, la raison ne prend pas. Pourquoi ? Parce que nous avons surinvesti le symbolique exactement comme le système l'a fait.
par la pédagogie, par tout ça, etc. La gauche était très forte pour ça. Mais nous, on a fait la même chose. Et l'échec du gramscisme, c'est ça. Les idées ne mènent pas le monde. Ce qui compte dans les idées, c'est que tu puisses toujours te raccrocher au monde matériel. Moi, je suis un armurier idéologique. Je fais traduire, je fais écrire, je fais toute la gamme. Mais c'est pas ça qui fait monter les foules. C'est quand les foules sont prêtes que tu peux leur donner 1 ou 2 éléments d'analyse pour qu'elles se raccrochent à leur propre situation. Sinon, c'est du spontanéisme Rosa Luxembourg. Tu vois, c'est du spontanéisme adolescent et boutonneux. Bon, ça y est, j'ai écrit, ça fait 20 ans que j'écris, le pouvoir est à moi. Non. Non. Oui, moi j'avais déjà une disposition un peu particulière pour ça, parce que je suis un lecteur de Sioran, et j'avais toujours été frappé par la remarque de Sioran qui disait... qui expliquait, qui disait, mais en fait, les gens qui se sentent en fait enthousiasmés par les idées oublient parfois que ce sont des mammifères qui les ont produites. Et donc moi évidemment comme écologiste et comme homme passionné des sciences de la vie d'une façon générale, j'ai toujours tendance à voir le mammifère derrière l'être humain. Non pas que ça le dévalorise de mon point de vue, hein, aucunement, mais ça fait partie du tableau aussi. Et quand j'analyse ces phénomènes de stress, j'ai tendance à me représenter des lemmings ou des caribous dans la neige qui se mettent à tourner les uns tout autour des autres, ou les mécanismes, les vortex de stress des fourmis, des colonies qui fonctionnent exactement la même chose. Bref, lorsque je vois des êtres humains en peur panique sur le plan social, je le rattache effectivement à la vie dans laquelle nous sommes et dans laquelle nous sommes de moins en moins. Et j'interprète précisément ce phénomène qui les terrorise aujourd'hui, c'est-à-dire ce phénomène de conduction de stress, cette coopération sous stress vital qui cherche en fait à trouver ses formes, ses marques, ses rites aussi, qui n'a pas trouvé ses rites. Et le jour où elle les trouvera, on ne sera pas très loin de déboucher sur quelque chose. Pour l'instant, on est toujours sur des manifestations longilignes, avec un début et une fin, peut-être une banderole, machin. On est toujours quelque part dans la ritualisation politique de ces 150 dernières années. Il n'y a pas grand-chose. Toute cette forme de ritualisation politique a un siècle. Mais bref, dans ces nouvelles formes de ritualisation politique qui ne vont pas tarder à apparaître aussi, on a tous des phénomènes que j'observe, moi, dans le monde de la vie, dans d'autres formes de sociétés, sociétés d'insectes, sociétés de mammifères, etc. Dans ces phénomènes de coopération sous stress maximal, on voit là aussi, il y a beaucoup d'analogies à faire avec le monde du vivant. Et c'est pour ça que la fameuse phrase de Sioran qui expliquait qu'il fallait être circonspect à l'égard des idées d'une façon générale, ou en tout cas ne jamais oublier que les idées étaient produites par des mammifères, eh bien moi ça ne m'échappe jamais, évidemment, parce que et c'est pour ça que je regarde toujours avec alors c'est aussi d'ailleurs toujours pour ça que j'ai nourri une forme je dirais de curiosité amusée à l'égard de ce scénario métapolitique. Cette idée, on prend le pouvoir par les idées, les gens vont penser comme nous, et donc parce qu'ils vont penser comme nous, ils vont désirer ce que nous avons à leur offrir politiquement. On a épargné toute la notion de survie et de classe. C'est ça. D'un coup. C'est ce type de fonctionnement des trucs, c'est l'échec total, assuré, définitif, depuis déjà longtemps, hein, parce que je crois que la nouvelle droite qui globalement a développé à droite en tout cas, qui a développé ce travail-là et qui est largement repris dans les cercles, on va dire, droito-conservateurs, type Marion Maréchal, etc., qui a repris la continuité de ce discours sur on va avoir un discours intellectuel, on va structurer, on va etc., etc. Mais en fait, quand tu es face à des gens qui sont capables de tenir le discours inverse de celui qu'ils tenaient un an plus tôt, parce qu'ils sont en situation de t'imposer leur volonté, et qu'en même temps ce sont eux qui détiennent les canaux qui permettent la mise en forme, la redirection ou la réinterprétation des stress collectifs, typiquement les médias, alors ta capacité à produire des idées justes ne sert à rien. À rien du tout.
Avoir raison ne suffit pas. Première phrase que je dis à mes élèves. Oui, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut se désintéresser évidemment du travail de la pensée, de la recherche, de la construction de raisonnement. Tu l'as très bien dit. Mais il faut prendre ça comme ce que c'est. Il faut prendre ça comme une cartouche. C'est ça. C'est le plus beau revolver du monde ne peut donner que 8 coups. Donc, c'est aussi simple que ça. Voilà où on en est. Et donc, par rapport aux questions qui nous intéressent, il y a ces 3 périodes dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire bien cette succession de 3 phases. Je pense que nous en sommes là. C'est-à-dire que chacun a épuisé en quelque sorte sa boîte à bobards. Les métapoliticiens découvrent qu'ils n'influencent rien du tout. Les influenceurs découvrent qu'ils ne sont que des hystériques complotistes comme les gens qu'ils dénoncent en face. Les pouvoirs politiques qui entretenaient l'illusion d'une autonomie décisionnelle acceptent de se faire marcher dessus à coups de talon à longueur de journée par un pouvoir de l'autre côté de l'océan Atlantique qui leur dit quoi, comment et qui faire. Bref, en fait, aujourd'hui, le sac à malice est grand ouvert, tout le monde voit ce qu'il y a dedans, les choses sont claires, donc je dirais que nous sommes mûrs pour les introspections colériques dorénavant. Et il est très probable que cette période qui s'ouvre va être une période assez parfois intéressante et parfois... Par nature, les apocalypses sont des révélations. Enthousiasmantes, et en même temps, malheureusement, on va assister, parce que c'est malheureusement le phénomène social qui veut ça, c'est-à-dire c'est les phénomènes d'entraînement, de masse, de meute, etc. On ne va pas refaire du Gustave Le Bon, d'autant plus qu'on a fait beaucoup mieux que Gustave Le Bon depuis en termes d'analyse des foules et d'analyse des phénomènes de foule. Mais on va se retrouver dans des phénomènes effectivement assez peu plaisants à regarder, à observer, en tout cas pour toute personne qui a un minimum le sens de la dignité. Mais malheureusement, je crois qu'ils ont été trop loin et qu'on arrive donc dans une phase où les choses vont devenir compliquées à regarder. Oui. Nous sommes d'accord. C'est d'ailleurs de là dont nous allons repartir dans la deuxième partie de notre débat.